on va parler vélo, on va faire comme on l'avait fait pour le Tour d'Italie et pour le Tour d'Espagne l'année dernière. Je l'avais pas fait pour le Tour de France par manque de temps, parce que ça prend du temps malgré tout, hein, toutes les présentations etc. qu'on fait ici, bah voilà, avec ma clavicule en vrac, j'ai eu plus de temps un peu à consacrer à tout ça sur un temps plus long tout simplement. Et donc du coup je me suis dit qu'un petit stream ça faisait pas de mal de revenir comme cela. La caméra est toujours morte, voilà. Ça reviendra. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire la tier list des favoris du Tour d'Italie. Alors cette tier list, on l'avait déjà fait en 2021, voilà, celle de 2021, elle est là, on l'avait faite ensemble. Il y avait eu quelques discussions, et finalement on se rend compte qu'on n'était pas si mal hein, par rapport à l'année passée. On avait mis, donc pour le maillot rose, vraiment en lutte, on avait mis vraiment deux gros favoris. On avait Egan Bernal, qui a gagné le maillot rose, et Simon Yates, qui a terminé 3ème. L'un de ceux pardon, que je n'ai pas mis dans la tier list, et qui a terminé également sur le podium, qui a terminé 2ème, ça a été la grosse surprise du Giro l'année passée, c'est Damiano Caruso, de Bahreïn Victorious. Je l'avais pas mis dans la tier list tout simplement, dans les 25 que j'avais sélectionné, j'avais hésité je pense, et puis je m'étais dit non, ça restera un équipier, un suréquipier entre guillemets, et je m'étais dit bon, on va pas faire forcément, le placer comme leader. Donc voilà, ça arrive hein, de se planter. Podium en vue, j'avais mis Hugh Carty qui a vraiment connu une terrible Giro. Joao Almeida qui s'est retrouvé en position favorable seulement après l'abandon de Evenepoel. Mikel Landa qui a abandonné dès la 5ème étape. Et Romain Bardet qui termine finalement 7ème, mais qui avait avoué qu'il avait connu une très difficile journée. Très difficile 3 semaines, pardon. Il avait dit qu'il n'était pas arrivé dans les meilleures conditions, etc. On verra que c'est un peu différent cette année. Mes excuses. Le maillot blanc, c'est déjà Alexandre Vlasov, bof, Jay Hindley, bof, Pavel Sivakov, bof, et Remco Evenepoel, bof. Bon, bah ça voilà. Top 10, c'est pas mal. Dan Martin qui a finalement plutôt joué les victoires d'étape. Ça, c'était beau. Non, ça, c'était Kelderman. Ouais, bof. Giulio Ciccone, ça va. Enric Mas, il a dû à un moment donné. Peyo Bilbao, ça a été. Et puis une victoire d'étape au mieux. Mollema, Porte, Pozzo Vivo, Bookman. C'était qui ça? Tobias Foss? Tobias Foss, c'est là. C'est qui? Oh, c'est terrible. Ouais. Yann Hirt, Jefferson Cepeda, Davide Formolo, Vincenzo Nibali. Je me souviens plus du tout des noms, c'est terrible. Donc voilà, donc pour rappel, toutes les infos pour le Tour d'Italie sont sur cyclismerevue.be, comme d'habitude, hein, le site que je gère avec Robert Génicol, Avon de Poncel. On essaie toujours de vous offrir des présentations assez claires, des analyses un peu plus fouillées, avec nos petits moyens, nos moyens bénévoles, mais voilà, donc merci encore à tous pour votre soutien, parce qu'on a quand même reçu sur cette dernière année beaucoup de dons sur Utip aussi. On reçoit des dons sur Utip à partir de 1€. Donc voilà, si vous voulez, c'est utip.io/cyclisme-revue, voilà, tout simplement. Donc encore merci déjà, voilà, on est à 76,76€ exactement, qu'on a reçu sur la dernière année, donc merci beaucoup à toutes et tous pour votre soutien. Ça nous fait chaud au cœur, parce que voilà, on essaye de transmettre notre passion du vélo simplement, avec ce site, de montrer que on peut aimer le vélo et le faire sérieusement, sans tomber aussi dans la caricature parfois, de simplement rechercher des infos à tire-larigot, simplement pour faire du contenu. Non, voilà, on fait du contenu qui parfois prend du temps à se faire, mais on le fait bien, je l'espère en tout cas. Et voilà, donc toutes les infos sur le Tour d'Italie. On a une page spéciale. Décidément, j'ai un chat dans la gorge depuis hier, c'est terrible. Avec toutes les présentations, la présentation des étapes, les 10 coureurs à suivre, et le règlement et les enjeux, donc pour savoir comment sont calculés les classements
comment sont calculés les délais également. Ce sera un des gros enjeux, surtout vu les étapes montagneuses, on va le voir. Toutes les étapes. Et la liste officielle des partants qui a été officialisée aujourd'hui par l'organisation, par RCS Sport. Voilà, vous avez tout. Tout est en ligne sur cyclismerevue.be. Voilà. Oui, bah oui, ça c'est la page que j'avais faite. Avant 2022, on va se regarder un peu de ce qui s'était passé sur le Giro 2021. Mais maintenant, on va parler de 2022. De 2022. Ah, attendez, pardon, j'ai juste fait un petit... Je vais éditer le template. Orientation, portrait, voilà. Ah, voilà, là c'est mieux. Parce que sinon, avec des petits carrés, on voyait pas vraiment les têtes. Pas très bien. On remet la musique. Voilà. Donc voilà, simplement, comment on va faire ça? Bah écoutez, on va voir. Hein. Voir comment on fait ça. Attendez. Bon, est-ce que c'est par ordre alphabétique? Non, c'est même pas par ordre alphabétique. Je sais pas comment il me l'a fait. Il l'a mis un peu par hasard. Bon, on va continuer à le faire par hasard. Hein. Parce qu'il y a 2 Astana là, 3 Bora un peu mis n'importe comment. Bon. Alors, donc comment on va faire? Donc comme en 2021, ça va être simplement une petite, petit tableau où on met les candidats pour le maillot rose. Vraiment les top candidats, les top favoris. Ceux pour qui on vise plutôt un podium, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas forcément jouer le maillot rose direct, mais jouer une place dans le top 3, c'est une possibilité pour eux. Top 10 c'est pas mal, voilà, candidat au top 10 tout simplement, pour qui ça semble faisable de rentrer parmi ces 10 premiers. Le maillot blanc c'est déjà ça, les candidats au poste de meilleur jeune sur ce Tour d'Italie, qui peuvent peut-être viser le top 10, mais disons que le maillot blanc ce sera encore consécration en plus. Et ceux pour qui une victoire d'étape au mieux, voilà, ceux pour qui on voit pas forcément grand chose de mieux. Ah, je vais peut-être mettre le maillot blanc ou bleu. Voilà, maillot blanc ou bleu, comme ça représente meilleur jeune et classement de la montagne. Et une victoire d'étape au mieux, c'est vraiment, voilà, ça va être difficile pour eux de viser un classement général vraiment important. Et on leur donne simplement la possibilité de jouer une étape qui sera déjà pas mal pour beaucoup. On va commencer par Alejandro Valverde. On va aller à chaque fois regarder un peu leur fiche, hein, simplement. Alejandro Valverde. Alors évidemment, Valverde c'est toujours particulier. 42 ans, on se dit il y a bien un moment où il va arrêter. C'est plus quelle année qu'il est pro? C'est 2002 2001 même? C'est 2002 qu'il était pro. Donc depuis 2002, hein, son premier grand tour c'était en 2002, dès sa première année professionnelle. Il n'a pas terminé le Tour d'Espagne. Mais c'est quand même impressionnant. Hein, 42 ans, 21 saisons de carrière, quand même. Ça force le respect. Et surtout, on voit rien qu'à cette saison qu'il arrive encore à gagner, hein, quand même. Il finit deuxième derrière Tim Wellens au Serra de Tramuntana au Challenge de Majorque, qui est déjà très vallonné. Un autre Challenge vallonné, le trophée Andratx, il le gagne. Il gagne une étape du Gran Camino. Et il gagne le classement général. Il finit deuxième du Strade Bianche. Et ça, je crois que c'est ce qui m'a le plus impressionné. Sa deuxième place sur le Strade Bianche, derrière certes Tadej Pogacar qui était intenable. Mais le voir terminer deuxième de ça me semble dingue. Mais voilà, bravo à lui. Deuxième de la Flèche Wallonne, hein. Bon, ça c'est sa course. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Malgré le fait que à 42 ans, certes son explosivité n'est pas dingue, ça restait quand même assez impressionnant de quand même encore terminer deuxième sur le Mur de Huy. Et septième sur Liège-Bastogne-Liège. Il était quand même encore avec les meilleurs aussi dans le final. Alors qu'est-ce que ça peut donner sur une course de 3 semaines? La dernière course de 3 semaines qu'il a faite, qu'il a terminée surtout, c'est le Tour de France. Bon, il a terminé une anonyme 24e place, mais il a quand même terminé deuxième de la 15e étape. C'était laquelle? C'était avec Sepkus? Ouais, c'était à Andorre. Donc ça c'était déjà impressionnant. Donc il était plus allé pour des étapes.
Et même si dans l'équipe Movistar, bah, il y aura 2 leaders a priori, moi je le vois plus comme un chasseur d'étapes sur ce Giro. J'avoue que j'ai du mal à l'imaginer jouer à nouveau un top 10 à 42 ans. Quel est vraiment son intérêt a priori? Voilà, c'est son 2e Tour d'Italie. Il avait terminé 3e en 2016. On sait qu'aussi que l'histoire entre Alejandro Valverde et l'Italie, ça a toujours été un peu compliqué. Hein. Au début des années 2010, ben voilà, entre le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2012, il avait été suspendu de toute course italienne pour son implication dans l'opération Puerto. Il était quand même revenu en 2016, il a terminé 3e, bon, il y avait quand même 6 ans de moins. Et du coup, j'ai du mal à cette fois à l'imaginer beaucoup mieux, faire beaucoup mieux. Ces derniers grands tours, on le voit, un 12e Tour de France, 10e Tour d'Espagne. Je crois qu'il est encore mieux de chasser les étapes et de chasser les victoires. Donc moi, je dirais que Valverde, pour commencer, je dirais une victoire d'étape au mieux. Ce serait l'idéal. Même un maillot distinctif comme le maillot bleu, le classement de la montagne, je vois pas en quoi ce serait intéressant pour son palmarès. Ça c'est personnellement mon avis, mais voilà. Bauke Mollema, on est un peu dans le même style. Hein. Bauke Mollema, ça reste quelqu'un qui ces dernières années chasse plutôt les étapes. Hein. Cette saison, ça reste quand même une bonne saison. C'est pas dingue, mais on l'a quand même vu beaucoup à l'attaque, notamment sur Paris-Nice, sur l'étoile de Bessèges, il a fait quand même des bons résultats. 35 ans déjà aussi, mais voilà, ça reste un coureur très intéressant pour chasser les étapes. Surtout dans une équipe Trek Segafredo qui comptera, on le verra tout à l'heure je pense, plus sur Giulio Ciccone comme leader, c'est-à-dire lui qui porte le dossard 1 de l'équipe, ce qui confirme potentiellement qu'il est le leader de la formation. Bauke Mollema, lui j'imagine plus en soutien, ou justement aller chasser des montagnes. Aller chasser des montagnes, oui. Aller chasser des étapes de montagne, certainement. Je ne le vois pas terminer, jouer un classement comme en 2019, là où il a terminé 5ème. Non, voilà, c'est quelqu'un qui peut faire un top 10 clairement sur les grands tours, mais c'est pas ce qui doit l'animer, je pense, sur ce Giro. Voilà, je pense vraiment que ici il va jouer les étapes, ou s'il va pas jouer les étapes, ce sera pour aider Ciccone, mais voilà, je ne vois pas forcément terminer. Domenico Pozzovivo, lui aussi c'est un sacré gaillard. Domenico Pozzovivo, il va disputer c'était son 16e grand tour, son 16e Giro, pardon. C'est le roi incontesté du Giro, tout simplement. 16e Giro. On va le voir, attention. Toc! Rien que ça. Quasiment toujours dans le top 20, hein, si je me souviens bien. S'il l'a pas abandonné, c'était chaque fois dans le top 20. Oui, c'est ça. Il a abandonné une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Il a abandonné 5 éditions malheureusement du Tour d'Italie. Mais à chaque fois qu'il a terminé, il a terminé dans le top 20, ce qui est assez impressionnant. Dont la dernière fois en 2020. C'est vraiment le profil type du petit grimpeur qu'on n'attend pas forcément, qui sera toujours dans les pattes. Maintenant, est-ce qu'il a cette grinta pour aller chercher des étapes vraiment en attaquant? Parce que voilà, il a plus gagné depuis 2017. Ça commence quand même à chiffrer. Et sur les grands tours, il a qu'une victoire d'étape. Il a qu'une victoire d'étape sur le Tour d'Italie en 2012. Laquelle, celle-là d'ailleurs? Il gagne en solitaire au Lago Laceno devant Izzosti, Rodriguez et De Gendt. Mais voilà, hein, c'est pas l'attaquant né, hein, Domenico Pozzovivo, mais il est dans une équipe qu'il a recrutée en dernier moment, hein, Intermarché ou Antigobert. Ils l'ont récupéré
Ils l'ont récupéré quand? En février, hein? Ouais, c'est ça, juste avant le Tour d'Andalousie. Ils l'ont annoncé juste avant. Avant, il était chez Kubeka. Malgré tout, il a quand même eu des bons résultats hein, pour un coureur de 39 ans qui n'était pas sûr de retrouver un contrat. Dans le World Tour, il s'est quand même retrouvé là, 11e du Trophée Lagoglia, 21e du Tour d'Andalousie, bon voilà, c'est pour 3e de la deuxième étape du Tour de Sicile, 15e de la Flèche Wallonne, 26e de Jefferson. Certes, c'est pas des résultats qui satisferont totalement l'équipe Intermarché, mais sur 20 jours de course, c'est déjà pas mal pour un tel coureur. Et surtout, voilà, il est dans une équipe où on ne visera clairement pas le général à proprement parler. En tout cas, si on peut viser un top 10, ce serait bien pour les points UCI, je pense, mais ça va être quand même compliqué. Si ce n'est pas Pozzo Vivo, ce serait plutôt Rein Taramae, qui avait porté plusieurs jours le maillot rouge de leader de la Vuelta l'année passée. Taramae qui a fait tout un stage au Rwanda durant un moment, mais voilà, il a terminé 7ème du contre-la-montre finale aussi du Tour de Romandie. Est-ce que ça suffira pour jouer un général? Je sais pas trop. Mais donc voilà, chez Intermarché ou Antigobert, entre Hirt, Pozzo Vivo, Taramae, j'imagine plutôt que c'est Pozzo Vivo qui aura le meilleur résultat. Malgré tout, je l'imagine plutôt pour une victoire d'étape, au mieux. Je l'imagine pas forcément sur le top 10. En tout cas, vu le peloton qu'on a, j'ai du mal à l'imaginer dans le top 10. Alors... non, c'est pas Kellerman. Les Bookman. Emmanuel Buchmann. Alors ça, c'est l'interrogation totale. Ce qui est marrant, c'est que quand on regarde au site de Paris anglais, ils sont vraiment très friands de toutes ces compétitions telles que le Tour d'Italie pour présenter un peu des paris, etc. Pour le classement général, j'ai vu très souvent Emmanuel Buchmann très bien classé. Et ça m'a un peu étonné. Parce que Buchmann, voilà, depuis sa 4ème place sur le Tour de France, c'est quand même pas dingue. Hein. En 2019, il avait surpris un peu tout le monde. C'est il y a déjà 3 ans. Voilà, depuis lors, c'est un peu la soupe à la grimace. Il a eu beaucoup de problèmes physiques. Je l'entends bien. Voilà, son année de succès, donc c'est l'année passée sur le Trophée Serra de Tramontana, mais depuis le Covid, entre guillemets, il n'a plus rien gagné. Voilà, ça devient compliqué pour Emmanuel Buchmann. J'ai du mal à voir qu'est-ce qu'il peut faire vraiment pour toi-même ses résultats cette année. Il avait très bien commencé au Challenge de Majorque. Et puis 15e Tour d'Andalousie, et puis voilà, Tirreno Adriatico c'était un peu bof, et Tour du Pays Basque qui n'a jamais été vraiment présent dans le top. Donc voilà, pour moi c'est vraiment la même chose, une victoire d'étape au mieux, hein. Je vois pas trop ce qu'on peut lui offrir de mieux. Ça annonce compliqué d'imaginer quelque chose de mieux. Bon, ça commence mal hein, ici pour le moment, je vous avoue. Mais voilà, j'ai du mal à imaginer plus pour Buchmann. Giulio Ciccone, notre ami italien, notre ami de la Trek Segafredo. Comme je disais tout à l'heure avec Mollema. Hop, 2 secondes. Comme je disais tout à l'heure avec Bocca Mollema, pour moi, le leader de Trek Segafredo, ce sera Giulio Ciccone. Il y a quand même une belle équipe de grimpeurs qui peut aider justement Ciccone. On a Dario Cataldo qui sera vraiment le capitaine de route, hein, qui a emmené très souvent Nibali ces dernières années. Donc là, il sera pour Ciccone. Et on a les jeunes Schielmoz et Lopez qui sont des purs talents.
peuvent vraiment faire quelque chose de bien sur ce Giro, je pense, qu'ils peuvent être dans les révélations de ce Giro. Et Jacopo Mosca aussi peut être pas mal comme équipier, plus Mollema. Donc voilà, avec Teuns et Evergaard qui sont eux plus pour la plaine. Donc voilà, je trouve que Ciccone, malgré tout, cette année, vu qu'il a, par rapport aux autres années où il avait chaque fois Nibali, où il avait Brambilla, etc. avec lui, là, cette fois, c'est clair, c'est lui le leader. Et je pense clairement... je vais pas... Non, j'ai pas souri. Je pense clairement que Ciccone peut faire quelque chose de sympathique sur ce Tour d'Italie. Il n'a pas eu beaucoup de chance ces dernières années, hein, on le voit. Hein, les 2 dernières éditions, il a abandonné sur chute. Le Tour d'Espagne, il avait abandonné sur chute aussi. Je sais pas. Je sais plus s'il avait abandonné sur chute sur la Vuelta. Mais voilà. Donc certes, en effet, il a encore jamais atteint le top 10 sur un grand tour. Mais je pense, personnellement, que, outre une victoire d'étape qu'il peut viser, je pense clairement qu'il peut viser un top 10 cette année. Il a les capacités, il lui faut encore de la chance, mais je pense qu'il a les qualités pour. C'est vrai que cette année, 8ème du Tour des Comités de Valence, 10ème de Tirreno, 21ème de Tour des Catalogne, bah, il a connu une dernière étape très compliquée à Barcelone. Mais sinon, voilà, je pense que... Moi, je le verrais bien pour un top 10. Cette année, je pense que c'est la bonne pour Giulio Ciccone. Je pense que ça donne, hein. Je me plante peut-être, mais... Alors Guillaume Martin de la Cofidis, là aussi, est-ce que ce serait la bonne cette année? Enfin, la bonne. C'est toujours un peu particulier. Alors, je vous conseille vraiment Guillaume Martin. Bah, je vais vous chercher ça. Guillaume Martin, Oula, qu'est-ce que le non. Guillaume Martin qui a accordé une large page. Voilà, ici avec Guillaume Martin sur les pentes de l'Etna. De Guillaume Martin qui est allé s'entraîner pendant 1 mois près de l'Etna, enfin 3 semaines, allez, en haute altitude, que ce soit vélo sur route, contre la montre, etc. Mais l'interview est très intéressante, je vous la lis pas ici, mais franchement je vous la conseille si vous avez un abonnement à l'équipe ou si vous voulez simplement être €. Ça vaut vraiment la peine, même toute la couverture sur le Giro avec l'autre interview de Romain Bardet est très intéressante aussi. C'est le tome du Moulin pour Vélo Magazine, marche bien aussi. Il y a quand même une belle couverture du Giro malgré tout, même si l'équipe n'est plus diffuseur de l'épreuve, ils ont décidé malgré tout de ne pas laisser la course en plan. Donc voilà, ça vaut vraiment la peine. Mais donc une interview de Guillaume Martin qui est très intéressante parce qu'il dit clairement, voilà, l'année passée, je roulais un peu contre moi-même, je roulais pour les étapes, mais je me rendais bien compte que j'ai pas un moteur pour gagner des étapes. Je pense que c'est un peu, j'allais dire, c'est un peu comme un Axel Merckx, ouais, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'explosivité pour aller titiller les autres dans la finale, dans les 20 derniers kilomètres, comme certains. Et là, du coup, le Normand, bah, cette année, il s'est mis dans une autre mentalité. C'est sa 3e saison avec Cofidis. Ben, du coup, il va tenter une autre approche qui est plutôt portée vers le classement général, justement. Et au lieu de penser Tour de France comme ces dernières années, je crois qu'il a fait que le Tour de France, hein, ou la Vuelta. Ouais, c'est ça, le Tour de France et la Vuelta. Bah, l'année passée, il a fait une 8ème du Tour de France, 9ème de la Vuelta, en visant les étapes et en essayant d'aller chercher une étape. Bah, il se dit, bah, peut-être que je peux encore faire mieux en allant clairement viser le classement général plus loin. Là, j'ai 28 ans. Comme il le dit, voilà, moi à 22 ans, j'étais qu'un amateur, j'étais pas comme Pogacar déjà au top. Ben, il m'a fallu que je mûrisse plus tard. Et là, il sent que pour lui, il a les meilleures jambes possibles. Et je trouve que malgré tout, ça s'est vu en ce début de saison et a souvent été porté à l'attaque. 3ème du Tour du Var, 9ème de Paris-Nice, 8ème du Tour de Catalogne. Sur les Jeux-Liège, il n'a pas pu jouer grand chose, mais je m'en inquiète pas forcément. Guillaume Martin sur les courses d'un jour, je pense qu'en effet, comme il l'explique, bah voilà, c'est pas un tempérament d'attaquant, donc je le vois pas forcément briller sur les courses d'un jour, mais sur les courses par étape de 3 semaines en plus, je trouve qu'il a une capacité justement à... il a une capacité d'endurance qui peut lui permettre, pour moi, d'aller gagner
et gagner quelque chose sur ce Giro. Moi, je le mettrais en tout cas dans le top 10. J'hésite presque. C'est peut-être un peu trop. Je vais mettre top 10. J'hésite presque avec podium en vue. Hein. Oh, allez. Je tente un pari. Je tente un pari de voir Guillaume Martin podium, si pas podium, top 5. Je pense que vu le peu de contre-la-montre qu'il y a, vu les stages qu'il a fait, vu son évolution, je pense que ça peut être un déclic sur ce Giro pour Guillaume Martin, clairement. Voilà, c'est à mon sens. Alors, Hugh Carty. Ça a été un peu comme Emmanuel Buchmann, hein, ça a été une grande révélation un moment, et puis ça a été un peu plus compliqué. Quand même, donc voilà, sa 3ème place au Tour d'Espagne en 2020, qu'il a vraiment propulsé un peu plus haut. 8ème du Tour d'Italie l'année passée, malgré tout. C'était quand même pas si mal, hein, pour un gars qu'on disait candidat pour le podium. Ça reste quand même pas mal, mais c'est vrai qu'il a eu du mal sur la 3ème semaine de course. C'est ce qui lui a porté préjudice. Ouais, ouais, c'est vraiment la dernière semaine où il craque un peu. 8ème place ici, 11ème, ouais. Et puis il a eu une fin de saison assez désastreuse où il a eu beaucoup de problèmes de santé aussi l'année passée. Là il revient, sa 9ème place au Tour des Alpes montre qu'il est sur un chemin de retour, mais clairement on l'a plus vraiment vu à son avantage ces dernières semaines. Du coup, qu'est-ce qu'on peut lui espérer? Est-ce que pour moi ça reste un candidat de top 10, hein, Hugh Carty, même si on l'a plus beaucoup vu ces derniers temps. Je pense quand même que c'est un coureur qui peut aller chercher à top 10 vu ses qualités. Ouais, je pense qu'il a de quoi faire. Je pense qu'il a de quoi faire pour un top 10. C'est vrai que son équipe c'est pas la plus reluisante, mais il a quand même, je trouve, malgré tout, des coureurs qui peuvent l'aider en montagne. Simon Carr, hein, qui reste un très très bon grimpeur. Jonathan Caicedo et Diego Camargo, ça reste aussi des coureurs qui peuvent l'épauler. Voilà, je me dis que Hugh Carty, ça peut être... s'il retrouve pleinement ses qualités, top 10, clairement. Ivan Sosa, le Colombien qui m'a surpris, j'avoue, l'été dernier en annonçant son arrivée chez Movistar. Parce que j'avoue que j'avais déjà été surpris par son move de partir chez Ineos. Enfin, surpris non, c'est-à-dire qu'on était à l'époque avec Bernal, etc., où en gros quasiment tous les coureurs toutes les futures pépites des grands tours filaient chez Ineos. Je me disais ouais, ok, pourquoi pas. On a bien vite vu que ça avait ses limites pour Sosa, qu'il n'était pas forcément dans le même moule que Bernal, pas forcément en termes de qualité, mais même en termes, je pense, de programme de course, etc., et de possibilités de montrer ses qualités avec Ineos. Malgré tout, ça reste un mindset très différent à trouver par rapport à d'autres équipes. Et du coup, j'ai été surpris de le voir partir chez Movistar. Je me suis dit merde, on va encore avoir quelqu'un... Mais je sais pas. Voilà, 2 secondes. Je vais changer un petit peu. Ah là c'est mieux. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Je m'imaginais pas forcément de le voir. Ouais, pas partir comme ça dans une équipe qui accumule déjà les leaders, co-leaders, etc. Donc voilà. Mais ça reste quelqu'un de très intéressant. Ce sera son 3ème grand tour seulement, il n'a pas fait l'année passée justement chez Ineos. Ça avait été une des surprises un peu à ce niveau-là. Donc du coup, qu'est-ce qu'il peut faire ici sur ce Tour d'Italie? Pour moi, il peut clairement viser un top 10. Comme je disais, je pense que Valverde ira pour les victoires d'étape. Je crois pas qu'il ira forcément pour un top 10 malgré toute son expérience.
Alors que voilà, Ivan Sosa, il a montré en ce début d'année qu'il était en forme, hein. Il a gagné le récent Tour des Asturies en plus de l'étape Rennes, la semaine, enfin, il y a 10 jours maintenant. Tour de Catalogne a été beaucoup plus discret, il s'était mis à la planche, c'était pour Enric Mas. Hein. Non, c'était qui le Movistar qui était... Ah, c'était Verona, pardon, c'était Carlos Verona. Voilà, je suis pas étonné, je suis pas surpris je serais pas surpris de le voir top 10. L'équipe est quand même solide avec Samitier, avec Pedrero, avec Lascano, même Barta, hein, ça reste du solide pour accompagner en montagne. Voilà, il faut juste que Movistar ne fasse pas du Movistar, mais je vois un top 10 pour Sosa, voire un top 5 s'il est vraiment au top de sa forme. Jay Hindley, donc encore un coureur de chez Bora qui emmène une grosse équipe de grimpeurs, hein, clairement avec voilà, Aleotti, Gamper, Kamna, ça reste quand même des solides. On aura Kelderman aussi dont on parlera tout à l'heure. Jay Hindley, pour ses 26 ans, bah, clairement ça reste aussi une inconnue. Hein. Il avait surpris tout le monde en 2020 en prenant la tête du général avant la dernière étape, puis il a été battu dans le contre-la-montre final par Georg Gegenhardt. Bon, ça a été un peu le duel déjà un peu surprise, hein. Il y a eu beaucoup d'abandons, il y a eu le Covid, etc. Bref, c'était compliqué de toute façon, c'était un Giro très 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 particulier. Mais voilà, on se disait, bah, deuxième de ce Giro, ça peut quand même l'emmener plus loin. Puis l'année passée, ben, il a dû abandonner sur chute, mais même le début de son Giro n'avait pas été top. Cette année, il est passé chez Bora. Les résultats sont quand même bien pour un coureur comme lui. 5e de Tirreno, ça avait été un peu la surprise. Tour de Catalogne un peu moins bon, ça avait été difficile sur la dernière étape. Et puis on l'a plus beaucoup vu depuis lors. 26e de la Flèche et Liège-Bastogne-Liège, il n'y avait pas participé. On ne savait pas trop pourquoi. Je crois que c'est juste un refroidissement de mémoire. Mais voilà, qu'est-ce que Jay Hindley peut vraiment faire sur ce Giro 26 ans, il ne peut plus viser le maillot blanc. Top 10, ça peut être possible. Mais voilà, c'est de savoir qui va être finalement le leader de l'équipe Bora-Hansgrohe. Moi, comme j'ai dit, je pense pas que ce sera Boukman. Hein. Boukman, pour moi, ne peut viser que la victoire d'étape. Je vais le mettre quand même dans le top 10 pour Jay Hindley. En me disant, voilà, sa 5e place sur Tirreno me fait dire que il a quand même les capacités pour se dépasser. Sur 3 semaines, j'espère que ça ira pour lui. Mais je pense quand même qu'il y a moyen qu'il fasse quelque chose... Ouais, pas un top 10, ça me semble pas mal. Ça me semble déjà une bonne... Ça me semble pas mal. Simplement. Alors, Jefferson Cepeda. Désolé, on n'a pas les nouveaux maillots de Jefferson Cepeda. C'est chez Drone Hopper. Toujours la vieille photo. Jefferson Cepeda, pour rappel, il a quand même que 23 ans. Hein. C'est quand même l'un des plus jeunes aussi. Un équatorien hein, qui, au fur et à mesure, fait sa place, clairement. Champion d'Équateur donc l'année passée, 4e Tour des Alpes l'année passée, c'est pour ça qu'on l'avait mis aussi assez haut l'année passée. Mais voilà, il a malheureusement connu une chute et un abandon du coup l'année passée. Mais qu'est-ce qu'il peut faire cette année? Bon, cette année, il a quand même terminé 2e du Tour de Sicile. Derrière Damiano Caruso, c'est un bon puncher, sprinter aussi malgré tout, en plus de ses qualités en montagne. Donc pourquoi pas, sur un Giro ça peut faire la différence. Malgré tout, j'ai du mal à l'imaginer jouer un top 10, plus un maillot de meilleur jeune éventuellement, s'il arrivait vraiment au top, pourquoi pas, mais... Moi, je le vois plus pour un maillot blanc ou un maillot bleu. Donc, soit meilleur jeune, soit classement de la montagne. Parce qu'il est dans une équipe en plus qui va plus jouer, malgré tout, qui va plutôt jouer les victoires d'étape.
qui va plutôt jouer l'attaque. L'équipe Androni Giocattoli, enfin Drone Hopper Androni Giocattoli, c'est clairement une équipe offensive. Et donc, ça va être clairement, eux, leur but, c'est jouer cette offensive. Je me rends compte que c'est un peu bas, voilà, c'est un peu mieux comme ça. Jefferson Cepeda, je pense qu'il va jouer même chose, cette offensive avant tout. Je crois pas qu'il y aura beaucoup mieux pour lui. Ce serait fou s'il parvient à tâter du top 10, en tout cas. Surtout avec l'équipe dont il dispose, malgré tout. C'est pas du tout faire... Enfin, l'équipe Drone Hopper, voilà, ça reste une équipe de jeunes coureurs qui sont là soit pour apprendre, soit pour essayer de justement aller chercher une étape. Sepulveda, Zardini, Tesfatsion aussi, l'Érythréen. Tesfatsion, ça reste, pour moi, ça reste une grosse cote, par exemple, pour la première étape. La première étape à Visegrad, on verra tantôt un peu le parcours. Ça reste une grosse cote. Mais voilà, sinon ici, Ponomar pour la deuxième année consécutive, ce sera le plus jeune de ce Giro. Mais il a que 20 ans, et les autres, voilà, c'est un peu au petit bonheur la chance. On les verra très souvent dans les échappées au long cours, ça c'est clair. La petite équipe qui monte. Joao Almeida. Alors, pardon. Lui, c'est le favori, je l'ai lu ce matin dans l'ADH. C'est le favori d'Axel Merckx. Bon, c'est vrai qu'il a eu Almeida sous son aile, il sait ce qu'il peut faire. Mais pour lui, l'équipe UAE a recruté Almeida notamment pour ce Giro, pour aller justement gagner d'autres grands tours que ceux que Pogacar ne peut pas gagner. Pogacar ne peut pas tout faire. Et je comprends son point de vue, en effet. Je vois clairement ce qu'il peut faire. Almeida, je trouve, a quand même montré ces derniers mois qu'il avait la condition, qui montait en gamme sur les étapes de montagne surtout. Parce qu'on connaissait surtout comme un gros rouleur puncher, Joao Almeida, qui avait de bonnes qualités en montagne. Moi, je trouve que justement, il a passé un cap pour la haute montagne. Et je pense que ça pourra se voir sur ce Tour d'Italie. Donc 5e de l'UAE Tour, 8e de Paris-Nice, 3e du Tour de Catalogne. Il a participé qu'à ces 3 courses-là. Et il a chaque fois fini au top 10. Ça me semble déjà pas mal comme indication. Il faut pas oublier qu'il a que 23 ans, Almeida, malgré tout. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il est déjà là depuis longtemps, mais c'est la même chose. C'est comme un Pogacar ou un Evenepoel. Ce sont des très jeunes coureurs au très gros talent. Il a déjà eu l'expérience de l'année passée, pour lequel il a quand même terminé 6ème, après avoir terminé 4ème de son premier Tour d'Italie. Pour moi, clairement, candidat podium. Je le mettrai pas vraiment dans les super favoris, mais clairement juste un ton en dessous. Même limite, si je pouvais faire encore une catégorie entre Guillaume Martin et le Maglia Rosa, je mettrais encore Almeida au-dessus. Pour moi, ouais, Almeida est un peu plus un ton au-dessus que Guillaume Martin pour le podium. Mais clairement, Almeida, il va essayer. Ça, c'est clair. En plus, ils ont une équipe chez UAE. Là encore, malgré tout, solide, quoi. Rui Oliveira pour rouler, Rui Costa pour rouler en montagne, etc. Covi et Ulissi et Formolo, en fait, ces trois coureurs un peu... Covi et Ulissi sont vraiment un peu similaires. Il y a des punchers capables d'aller chercher des étapes explosives, mais qui peuvent aussi rouler, tirer des bouts droits assez longtemps. Et Formolo, même chose dans la montagne, il a déjà prouvé avec Pogacar qu'il pouvait le faire, donc il le fera pour Almeida. Donc pour moi, ouais, c'est ce podium, a priori. On passe à Lorenzo Fortunato. Ça avait été une surprise de l'année passée, et qu'il avait gagné... c'est pas le Zoncolan, je vais raconter des conneries. C'était où qu'il avait gagné? Si, c'était le Zoncolan, pardon. Je sais pas pourquoi, j'avais en tête, c'était pas le Zoncolan. Où il avait surpris Tratnik dans les derniers kilomètres pour aller gagner la première étape sur un grand tour d'Eolo Cometa.
cette nouvelle équipe qui a été fondée par Ivan Basso et Alberto Contador pour faire la promotion des jeunes coureurs. Donc voilà, qu'est-ce qu'il peut faire notre ami Fortunato? Après sa victoire d'étape, il a quand même terminé 16e l'année passée, ce qui était quand même déjà pas mal. Et même, je trouve que cette année, il s'est montré très très fort. Malgré tout, 16e Tour d'Andalousie, 8e Tour d'Ardrico, bon voilà, ça reste limité. Et puis au Tour des Asturies, il était derrière Sosa hein, finalement. Et il termine 2e au final. Il termine 2e de l'étape Rennes aussi. Ça montre quand même que le gamin de 25 ans est prêt pour le Tour d'Italie. Alors après, est-ce que ça vaut de se battre pour la meilleure place du classement général? Je suis pas sûr tout de suite. Peut-être pas exagérer tout de suite, hein. Mais je le vois bien jouer pour le maillot blanc de meilleur jeune. Ou pour... attendez, il est en 96, ouais, donc c'est bon, hein. Ah non, 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 c'est... Non, 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 il peut pas viser le maillot blanc. Pardon, je dis des conneries. Il y a des conneries. Attendez, je vais vérifier mon règlement. J'ai quand même fait cet article. C'était 1er janvier 97. Donc non, non, il peut pas aller sur le maillot blanc, pardon. Il est né 96. C'était sa dernière année l'année passée, en fait, qu'il pouvait jouer le maillot blanc. Mais je le... Ouais, pour la montagne, allez. Je le vois pas pour un top 10, en fait. Je le vois plus aller, en effet, titiller les grimpeurs de temps en temps, aller chercher les échappées. Et donc, je me dis que maillot bleu de la montagne, ça peut être pas mal. Maillot bleu de classement de la montagne, déjà pas mal. Alors on passe à Miguel Angel Lopez, Superman Lopez. Alors Superman Lopez qui n'aura pas le dossard numéro 1 chez Astana. On va parler tout à l'heure de Vincenzo Nibali qui a ce dossard numéro 1. Malgré tout, c'est clairement annoncé qu'il sera le leader de l'équipe Astana sur ce Giro. Malgré tout. Pourtant, il a eu une saison un peu particulière. Hein. 3e Tour d'Andalousie, puis Tirreno Adriatico, il était vraiment pas là. Enfin, 21e, c'est-à-dire c'est assez anonyme. Tour des Alpes, il a perdu énormément de temps sur la 2e étape, et puis il a été remporté la 4e étape en sautant Thibaut Pinot dans le final. Donc voilà, c'était un peu en dents de scie, on va dire, ce début de saison. Ça a souvent été comme ça avec Superman Lopez, qui n'a pas terminé ses 3 derniers grands tours. J'avais oublié le Tour d'Italie 2020 aussi, en effet, et donc du coup, on se demande un peu, ok, bon, il a toujours terminé dans le top 10 chaque fois qu'il a terminé un grand tour. Est-ce qu'il peut retirer son exploit de 2018 en terminant 3e? C'est un peu la question. Alors, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de contre-la-montre, ça va l'aider clairement. Ça reste un attaquant né. Donc il va certainement se lancer dans des grosses attaques. Il y a en plus des cols bien abrupts qui peuvent l'aider pour moi, surtout en 3e semaine. Je vais le laisser dans le top 10. Je pouvais l'imaginer peut-être mieux, mais... J'ai trop pas de doutes, mais de questions par rapport à sa forme exacte et par rapport à ce qu'il peut faire. Voilà, top 10, ça me semble déjà pas mal. Mikel Landa, alors lui aussi c'est ça a été longtemps un peu une énigme. Il a connu beaucoup de malchance sur les derniers grands tours qu'il a disputés. Voilà, abandon sur le Tour d'Italie et sur le Tour d'Espagne, juste avant 4e Tour de France, 4e Tour d'Italie, 3e Tour d'Italie en 2015. Voilà, ça a toujours été un bon grimpeur, un bon coureur de grand tour, mais qui a connu beaucoup de malchance ces derniers mois. Et encore récemment, certes il a terminé 3e de Tirreno Adriatico, c'était son meilleur résultat. Tour des Alpes, il finit 11e, mais il était plus en équipier de Pello Bilbao. Et du coup, c'est ça que je me pose la question chez Bahreïn. Qui est vraiment le leader? On va en parler directement après avec Pello Bilbao. Comme ça, je vais rassembler un peu les deux. En fait, dans la liste des partants provisoires, qui a été publiée il y a plus ou moins 2 semaines,
on avait Pello Bilbao qui avait le dossard numéro 1. Et souvent, quand tu as le dossard numéro 1 de l'équipe, c'est souvent que l'équipe estime que tu seras le leader protégé du groupe pour le Giro. Et puis, dans la liste officielle qui est parue aujourd'hui, là, c'est Mikel Landa qui passe numéro 1. Au vu de l'expérience, en effet, c'est pas illogique de voir Landa en tête. Mais en même temps, de par ses résultats récents, etc., on pourrait se dire bah, c'est plutôt Pello Bilbao qui enchaîne les bons résultats et qui, sur un Giro aussi explosif et inattendu que cette année, peut aller gagner. Donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal à savoir entre les deux qui va être vraiment le leader. Pello Bilbao, bah voilà, on le voit, 3ème de l'UAE Tour, 9ème de Tirreno Adriatico, donc il est quand même dans le top 10 avec Landa. 5ème du Tour du Pays Basque avec une victoire d'étape, 4ème du Tour des Alpes avec une victoire d'étape, certes sur la fin, hein, la dernière étape a été défavorable pour lui, mais voilà, je me dis qu'entre les deux Basques, bah je sais pas qui choisir vraiment en tête. Moi je mettrais Mikel Landa top 10 et Pello Bilbao candidat au podium. Je pense vraiment que Pello Bilbao c'est l'année pour lui, vu les résultats qu'il a enchaînés, vu les côtes abruptes qu'il y a, etc., je pense que ça peut être l'année pour lui. Mikel Landa, malgré tout, il a vu aussi la malchance qu'il a poursuivie. S'il y a une opportunité, clairement, les deux postes peuvent s'interchanger, mais je pense personnellement que Bilbao va être le leader par rapport à Landa. Mais ça peut changer. Ça, c'est une possibilité en effet. En tout cas, chez Bahreïn, ce sera une des équipes aussi. Ils avaient gagné le classement par équipe l'année passée. Et clairement, cette année aussi, ils pourraient très bien gagner. Ils ont Buitrago qui s'est montré très très fort au Tour des Alpes. Qui termine 9ème du Tour des Alpes. 8ème du Tour des Alpes. Santiago Buitrago, très bon grimpeur colombien. Mikel Landa, donc. Jan Tratnik, Wout Poels. C'est vraiment du costaud aussi pour la montagne. Donc voilà, et on arrive au groupe des Ineos. Bon, on va les faire ensemble là aussi. Le groupe des Ineos, donc il n'y a pas Egan Bernal hein, évidemment, malheureusement après sa terrible chute de début janvier, hein, ça avait été assez costaud malheureusement. Son accident de bus, une fracture d'une vertèbre cervicale, fracture du fémur, fracture du genou. Il y a eu beaucoup de blessures au dos, etc. Il a mis beaucoup de temps avant de pouvoir remarcher, puis de pouvoir retourner à vélo. Là maintenant, il a repris les entraînements en Europe. Il avait fait déjà quelques entraînements en Colombie, etc. Bref, on voit c'est une évolution sur les réseaux sociaux. On voit que ça va de mieux en mieux. C'est déjà rassurant de le voir revenir comme ça. Maintenant, ça lui prendra du temps de revenir au plus haut niveau, mais déjà le voir revenir sur un vélo, de reprendre du plaisir sur un vélo, déjà très chouette pour le dernier vainqueur du Giro. Du coup, Ineos a dû revoir évidemment ses plans, même si à la base c'était pas forcément prévu que Bernal revienne sur le Giro. On avait déjà clairement évoqué le fait que Bernal pourrait revenir sur le Tour de France directement. Et donc, du coup, pour ce Giro, qui est leader? Et c'est Richard Carapaz. Ça, c'est clair et net. Voilà, le leader, c'est le champion olympique. C'est annoncé de longue date et les plans ne risquent pas de changer. Donc, il a une préparation presque à la Ineos, je vais dire. C'est-à-dire que il a abandonné les moments où il avait plus forcément besoin de jours de course sur l'Étoile de Bessèges et le Tour de Provence. Puis il a fait chemin d'Équateur. Je lis en anglais littéralement. Un chemin d'Équateur où il a juste été battu par un amateur. Il a été un peu surpris sur la course en ligne. Mais sinon, il avait quasiment les 2 titres en poche. Et puis Tour des Catalogne où il gagne une étape, mais vraiment d'anthologie. La 6ème étape, vraiment sous la pluie, sous le froid, où il part avec Higuita et il gagne au sprint de très peu. Il finit 2ème du classement général et depuis il a enchaîné les stages pour arriver au top pour ce Giro. Et clairement il peut aller regagner un 2ème Giro. Hein. Pour rappel, il avait gagné le Tour d'Italie en 2019, puis 2ème du Tour d'Espagne en 2020, 3ème du Tour de France l'année passée. Et pour moi, il peut clairement aller chercher ce Giro. L'Équatorien, il a
En fait, même c'est pas un énorme fan des côtes abruptes, il y a beaucoup de côtes, de cols assez roulants aussi, où il peut faire parler sa puissance. Et là, je pense qu'il peut faire des dégâts sur certaines étapes, surtout avec l'équipe Ineos dont il dispose, hein, avec Castroviejo, Narvaez. Ben Tullet, c'est un jeune grimpeur britannique aussi qui est à surveiller. Pavel Sivakov, évidemment, le franco-russe qui est devenu français vraiment. Il a pris la nationalité française totalement. Et Richie Porte. Donc Richie Porte, c'est le deuxième Ineos que j'avais indiqué dans notre tier list. Alors Richie Porte, lui, vraiment, a priori, on est dans sa dernière saison, ou peut-être avant-dernière saison parmi les professionnels. Malgré tout, ça reste toujours un coureur très solide, hein. 4ème de Tirreno Adriatico, il abandonne sur maladie au Tour de Catalogne, et puis il finit 7ème du Tour des Alpes, après avoir aidé, c'était Sivakov juste ? Non, c'était... Ah si, c'était Sivakov, hein, qui essayait d'emmener au mieux, finalement ça n'a pas fonctionné, mais quand même, quoi, ça reste du solide. Moi je le garderai justement, donc moi je mettrais Carapace de toute façon. Maglia Rosa, c'est pour moi le favori sur ce Giro, même s'il n'a pas de résultats probants très récents. Ça reste un Ineos qui s'est préparé comme un Ineos pour un grand tour. C'est juste ça, simplement. Et Richie Porte, je le mettrais top 10. Je pense que c'est ce qu'il peut espérer de mieux, franchement. Bon, donc voilà, je pense, c'est déjà pas mal. Romain Bardet. Romain Bardet, c'est aussi un bon candidat pour le maillot rose. Je compte le mettre... J'hésite presque à le mettre pour le maillot rose, parce que... Ouais, j'y crois pour cette année pour Romain Bardet. C'est son 2e Tour d'Italie. L'année passée, il dit il a découvert une autre ambiance, etc. Certes, il était pas prêt comme il le voulait. Il disait il a eu des moyennes jambes. Il a fait surtout que suivre. Et finalement, il termine 7ème. Donc il s'est dit ah ouais, ok. Donc si... Ah non. Donc il s'est dit si j'y vais vraiment à fond, que je me mets dans une autre mentalité, peut-être que ça peut le faire, et on peut pas lui donner tort, hein. Parce que ce début de saison confirme qu'il grimpe en gamme. 9ème de l'UAE Tour, 12ème de Tirreno, stage à Tenerife, et puis victoire au Tour des Alpes avec Thymen Arensman en super domestique pour l'aider. Et en se montrant à l'attaque comme il aime le faire, etc. Donc ouais, moi je la mettrais quand même dans les candidats au maillot rose, clairement, hein. C'est un coureur qui a ce qu'il faut pour gagner. Il a ce tempérament offensif qu'il faut avoir sur les Giro. Il a une nouvelle équipe qui peut l'aider. Non, je pense que ça peut être la bonne année pour Romain Bardet. Donc il a encore Thymen Arensman, justement, qui a été d'une aide incroyable sur le Tour des Alpes. Il termine d'ailleurs 2ème du Tour des Alpes aussi, hein. Romain Combo, Nikonens, Chris Hamilton. Voilà, c'est pas l'équipe la plus dingue pour un grand tour, mais je pense clairement qu'ils peuvent faire quelque chose de bien avec Romain Bardet en tant que leader, et ça changera de l'année passée où il ne savait pas trop sur quel pied danser entre Hindley, justement, qui venait de sa 2ème place de l'année passée, et Bardet. Bah ici, voilà, on a vraiment Bardet quasiment qui est ce leader. Et je pense que ça peut lui permettre de jouer les premiers rôles. Alors, notre grand favori, Simon Yates. Simon Yates, c'est là aussi une équipe assez costaude, hein, chez Bike Exchange, avec Craddock, Hamilton, Scottson et Sobrero. Je pense que c'est pas mal pour la montagne. Il y a Awson aussi, hein. Simon Yates qui lui aussi a eu un
Un début de saison un peu en dents de scie, 5e Tour d'Andalousie, un coup d'éclat sur la dernière étape de Paris-Nice et la 2e place au final. Il sort malade du Tour de Catalogne, puis il revient au Tour des Asturies où il gagne la première et la 3e étape. Et puis il y a eu un peu un blackout sur la 2e étape, qui était l'étape reine. C'est un peu surprenant, mais voilà, le fait qu'il a su se remettre en selle directement dès le lendemain pour aller gagner en solo la dernière étape, je trouve que ça dit quand même quelque chose de la forme du coureur. Et voilà, et ce qu'il a réussi l'année passée, terminant 3e au final du Giro, pour moi ça confirme qu'il est capable d'aller cette fois chercher la victoire. Surtout que comme d'habitude en effet, il y a encore moins de contre-la-montre que l'année passée. Qu'il y a encore plus d'arrivées au sommet, et on sait que c'est ça ce qu'il aime. La 3e semaine me semble un peu plus dure aussi que la 3e semaine de l'année passée. Et donc là, il peut faire jouer son endurance. Donc pour moi, Simon Yates, ça reste un candidat au maillot rose, comme Carapaz et comme Bardet. Je pense que c'est vraiment les trois qui vont se jouer le maillot rose sur ces 3 semaines. Voilà, on verra ce que ça donne. Tom Dumoulin, c'est un peu l'énigme. Hein. C'est un peu l'énigme. Il a plus couru de grand tour depuis 2 ans. Depuis sa fameuse pause pour des raisons mentales, et c'était très bien qu'il puisse en parler, qu'il puisse montrer que voilà, que même en tant que coureur cycliste, on peut arriver à une forme de burn-out, et qu'il faut savoir écouter son esprit en plus de son corps, qu'il faut savoir dire stop à un moment, et il a eu la chance d'avoir une équipe qui l'a soutenu vraiment pour qu'il se remette tout simplement. Et donc voilà, il est revenu l'année passée, donc un peu dans l'inconnu. Il finit quand même 2e du contre-la-montre des Jeux Olympiques, 9e du Benelux Tour. Puis il a pris encore une pause justement pour essayer de bien recharger les batteries avec l'objectif du Giro. Malheureusement, il y a eu le Covid juste avant l'Estrade Bianche, ce qui a perturbé son mois de mars. Ça s'est vu avec un abandon pour maladie sur le Tour de Catalogne. À la place, il a disputé la Volta Limburg Classic. Il termine 6e, mais il était dans le bon groupe. Il a juste eu une crevaison vraiment à 200 mètres de l'arrivée, ce qui fait que il a terminé dernier de son groupe. Mais sinon, je pense qu'il était bien. Et l'Amstel, il était un peu en retrait. Alors lui dit voilà, je sais pas trop à quel point je dois me situer. Il ne sait pas s'il va pouvoir regagner le Tour d'Italie comme en 2017. Mais il se sent bien, il se dit prêt, il se dit en confiance malgré tout, mais il ne regarde qu'à ses jambes, quoi. Il veut pas regarder au reste du groupe, etc. Donc qu'est-ce qu'on peut lui citer à Tom Dumoulin, surtout sur un Giro où, je crois que c'est déjà la 15e fois que je le rappelle, mais il y a aussi peu de contre-la-montre, alors que lui, justement, c'est ce qui lui permettait aussi de se placer. On va quand même le mettre pour un top 10. Je pense que il sera un des candidats en tout cas. L'équipe Jumbo-Visma n'est pas l'équipe Jumbo-Visma du Tour de France. On n'est pas sur une équipe qui fait qu'on peut trouver dingue. On a quand même Tobias Foss, Sam Bowman et Koen Bouwman pour accompagner en haute montagne, mais voilà, c'est pas l'équipe de type qu'on peut retrouver sur le Tour de France, ça c'est vrai. Mais voilà, Dumoulin, je pense qu'il doit surtout reprendre du plaisir, et sur 3 semaines, c'est sûr que là ce sera clairement un examen de passage pour lui, pour voir qu'est-ce qu'il peut faire à l'avenir. Est-ce qu'il continue à se lancer sur les grands tours? Est-ce qu'il se met d'autres objectifs comme il avait fait l'année passée avec les Jeux Olympiques? Il peut se fixer d'autres objectifs comme ça. Vincenzo Nibali, le requin de Messine, double vainqueur du Tour d'Italie, qui aura donc le dossard 1 de son équipe Astana, et qui ne sera pas forcément le leader d'Astana, comme j'ai dit tout à l'heure. Je pense que le leader, ce sera Miguel Angel Lopez. Pour Vincenzo Nibali, ce sera un peu capitaine de route, et aussi
pas balai d'adieu, parce qu'on n'en est pas encore là, mais pour lui, ce Giro sera dans un contexte particulier, vu qu'on passera littéralement par Messine, sur la 5e étape, on passera par l'Etna, on passera vraiment par ces routes d'entraînement siciliennes, on passera aussi en Toscane, où il a passé toute son adolescence. Voilà, ce sont des routes qu'il apprécie, et il montre depuis le début de l'année que son objectif, ça reste clairement d'être sur le Giro à 100%, et je pense qu'il peut toujours réaliser quelque chose de sympathique, on va dire, sur ce road-ci. Il a quand même terminé 4ème du Tour de Sicile. On sent que au niveau de l'explosivité, ça lui manque, hein. Il a 37 ans malgré tout, mais voilà, ça reste un coureur à surveiller. Malgré tout, je le mettrais plutôt pour une victoire d'étape sur ce Tour d'Italie. Je le vois pas forcément grimper sur le top 10. Ce serait bien pour lui, mais j'ai quand même du mal à l'imaginer au mieux. En tout cas, viser un tel top 10, est-ce que ça a encore forcément un intérêt pour un tel coureur, vu son palmarès? Voilà. Et enfin, Wilco Kelderman. Alors, Wilco Kelderman, je trouve que c'est vraiment l'archétype du discret, quoi. C'est le coureur qui fait jamais de vagues, qui passe rarement à l'attaque, mais qui est toujours là sur les grands tours, toujours costaud. Bah voilà, 7ème du Tour d'Espagne 2019, 3ème Tour d'Italie 2020, 5ème du Tour de France l'année passée. On le voit pas venir, et pourtant il est là à chaque fois, et voilà, tant mieux pour lui, hein. Donc à 31 ans, est-ce qu'il peut faire mieux que sa 3ème place en 2020 ? Vu ses résultats au début d'année, bah bouf, j'ai du mal quand même à l'imaginer. Malgré tout, je pense quand même qu'il peut être un peu au même niveau qu'Hindley. C'est-à-dire que savoir qui entre les deux sera vraiment le leader de l'équipe Bora-Hansgrohe, et voir qui est le mieux placé, et donc du coup ce sera l'un ou l'autre. Mais voilà, du coup, moi je le mettrais pour un top 10. Je le mettrais pour un top 10, Wilco Kelderman. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Potentiellement une victoire d'étape évidemment, quoi, mais c'est pas un tempérament d'attaquant, hein, Kelderman. C'est vraiment un gars qui suit les roues et qui essaye d'accrocher comme cela la meilleure position. Donc voilà, je pense que ouais, top 10, ça me semble pas mal. Et donc du coup, on a terminé. Incroyable. On a terminé notre tier list. Donc Giro 2022 favorites Kirienko. Voilà, save. Voilà notre tier list officielle pour le Tour d'Italie 2022. Le maillot rose, donc 3 candidats pour moi clairs et nets pour la victoire finale. Richard Carapace, Romain Bardet et Simon Yates. Pour un podium, je pense que ça se jouera aussi avec 3 autres coureurs, même si du coup ils seront à 6 pour un podium, hein, mais je crois que Guillaume Martin, Joao Almeida et Peyo Bilbao seront les 3 qui seront aussi en quête d'un podium ou d'un top 5 en tout cas. Pour le top 10, il y a encore beaucoup de candidats, je trouve, cette année, de Giulio Ciccone, Hugh Carty, Ivan Sosa, Jay Hindley, j'ai encore du mal à me dire mais bon voilà. Miguel Angel Lopez, Mikel Landa, Richie Porte, Tom Dumoulin et Wilco Kelderman. Le maillot blanc ou bleu, c'est déjà ça pour eux, Jefferson Cepeda et Lorenzo Fortunato. Et une victoire d'étape au mieux pour Alejandro Valverde, Bauke Mollema, Domenico Pozzovivo, Emmanuel Buchmann et Vincenzo Nibali. Voilà la tier list qu'on a actuellement pour ce Giro. Je pense que on va télécharger. Voilà, et on la mettra sur Twitter et on verra ce que vous en pensez, hein, évidemment. Je suis évidemment ouvert à tous les commentaires. Donc comme je disais, sur Cyclisme Review, on a la présentation des 21 étapes du Giro. Donc voilà, la première étape, comme je disais, vers Visegrad, avec ce final en légère montée. Donc c'est du 4%, c'est à 4% de moyenne, vers le château de Visegrad. Donc
pour moi, ça va se jouer entre puncher et sprinter un peu costaud. Clairement, Van Der Poel est grand favori. Il y a Girmay aussi, qui peut faire quelque chose. Contre la montre dès la deuxième étape, là aussi avec une légère montée sur la fin, mais c'est vraiment du 5% de moyenne, mais c'est vraiment le début qui est un peu plus dur, et puis après, c'est vraiment un faux plat montant jusqu'au château de Bouddha. Mais attention, parce que je trouve que la grande différence aussi, c'est que je trouve que c'est assez sinueux, hein, on le voit ici, notamment vers le pont ici, le pont Margaret. Ça risque quand même d'être déterminant, ce tracé un peu technique. Là c'est une étape pour les sprinters, la dernière étape en Hongrie, et puis dès la quatrième étape, dès le mardi, on sera déjà sur l'Etna, avec très longue montée à 23 km sur l'Etna. Et l'Etna qui avait gagné l'année passée, cette année-là, Ciccone déjà qui attaquait. Donc ça c'était la dernière fois qu'on a fait l'Etna, c'était en 2018. Esteban Chavez qui avait attaqué, et Simon Yates qui avait attaqué derrière. Hein. Je vais couper la musique. Mais attention que la montée est légèrement différente par rapport à cette époque-là. C'est une montée inédite justement qu'on va faire. Ah oui, c'était Yates qui avait fini devant Chavez. Hein. Oui, c'était ça. Hein. C'est très fort de l'équipe Mitchelton Scott à l'époque. Donc l'ancienne Bike Exchange. Et voilà, c'est Chavez qui gagnait hein, devant Simon Yates. Ça c'était l'Etna à l'époque, mais comme je disais, c'est avec Thibaut Pinot hein, déjà à l'époque. Et Chris Froome, etc. à l'époque. Donc ici, le refuge se fera via un autre versant sur le final, qui sera un peu plus, a priori, un peu plus abrupt. Donc attention. Donc l'étape de Messine, comme je disais, pour Vincenzo Nibali, même si pas vraiment un final pour Vincenzo Nibali, hein, ce sera pour les sprinters. Scalea, même chose pour les sprinters. Ici, c'est une étape très 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 compliquée. En fait, on ne se rend pas compte, mais c'est 4500 mètres de dénivelé. On n'a pas l'impression que c'est une grosse étape de montagne, on n'a pas des grands cols, etc. Mais ça va piquer, hein. Ça va piquer cette étape vers Potenza. On se rend vraiment déjà compte, on est déjà dans les Apennins en fait à ce moment-là. Hein. Donc attention. Naples, là c'est vraiment une étape de classique, avec beaucoup de petits j'allais dire repecho, un peu à l'espagnol, mais voilà. Le Blockhouse déjà, le Blockhouse, à l'époque, qui c'est qui avait gagné? Je remets ici. Ah oui, c'était Nairo Quintana à l'époque qui avait gagné. C'était en 2017. C'était juste une année avant le l'Etna. C'est Nairo Quintana qui avait gagné au sommet. Et Bauke Mollema qui termine deuxième. Vincenzo Nibali troisième. Ah non, il y avait Thibaut Pinot déjà avant. Ouais. Tom Dumoulin sur le Blockhouse, c'était déjà surprenant, allez, entre guillemets. Hein, mais... Je crois que là déjà on avait été surpris en 2017 de voir comme ça Tom Dumoulin aussi bien. Jesse, on voit aussi que c'est très classique. Hein. On dirait... c'est une étape qui repart sur les bases de Tirreno Adriatico. Une étape de Tirreno Adriatico, et ça se voit hein, avec tous ces enchaînements de petites montées. Reggio Emilia, ça c'est l'étape où vous pourrez faire une sieste pour un sprint final à Reggio Emilia. L'étape de Gênes, qui est un peu vallonnée quand même. Cuneo, bon ça a priori sera plus un sprint. Turin, là encore très 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 vallonné. On a combien de mètres de dénivelé? 3700 mètres de dénivelé sur moins de 150 km. Ça va être très costaud avec la montée de Superga. La montée de Superga en fait, je termine ici. Voilà, ici avec Yates et Roglic, ben voilà, c'est cette montée là qui est très très très... cette montée là est très 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 compliquée à gérer. Hein. C'est très abrupt, la montée de Superga.
Je crois que Roglic gagne quand même. Hein. Yates essaye de le surprendre, mais... Et voilà, hop. J'adore la tête d'Adam Yates, genre, oh, ben la vache. Je peux plus rien faire là. Et donc on arrive devant la basilique de Superga. Voilà. Très jolie arrivée, hein, clairement. Et voilà, Yates, Almeida, Pogacar, Woods, Gaudu, Ulissi. Il y aura quand même quelques-uns qui étaient là. Hein. Donc ça, voilà, ça c'est l'étape de Turin. Donc c'est ce que vous avez vu, c'était Milan-Turin 2020. Et puis depuis l'année passée, Milan-Turin est revenu à un tracé bien différent. Un tracé vraiment de sprinter. C'était ça à l'époque Milan-Turin, hein. Puis ça avait été changé en 2012 pour devenir une classique pour Puncher parce qu'on était juste avant le Tour de Lombardie. Et maintenant ils ont remis Milan-Turin en mars, juste avant Milan-San Remo, et donc du coup c'est redevenu une classique pour Sprinter. Alors, l'étape de Cognier. Donc voilà, ça c'est le genre d'étape où je disais où Carapace peut faire la différence, où les cols sont en fait pas si raides, justement des longs faux plats ici. Et donc ça, il faudra voir, ça peut aider, ça peut l'aider à dévoiler sa puissance. L'étape d'Aprica avec le Mortirolo, même si le Mortirolo est pris par son versant le moins difficile. C'est surtout la montée de Valico di Santa Cristina juste avant Aprica qui sera très intéressante à suivre, beaucoup plus raide. L'étape de la Varone, là aussi une pente très très raide à Monterovere, les Menador, où là on est à plus de 11% de moyenne pendant tout un long moment, dans la majeure partie de l'ascension. Ça va être très costaud. Surtout qu'après ils doivent encore faire un petit but avant de redescendre sur la Varone. Ça va être costaud. Trevi, ce sera pour les sprinters. Le sanctuaire de Castelmonte, donc on va faire un bref passage en Slovénie avant de revenir sur le sanctuaire de Castelmonte. Là encore des cols très abruptes. Et puis l'étape Rennes, l'avant-dernière étape, l'étape Rennes avec le Passo Fedaia, donc on aura 3 cols à près de 2000 mètres. Le Passo Pordoi, le Passo Fedaia. On espère qu'il n'y aura pas de neige, évidemment, que les conditions climatiques seront bonnes, qu'on pourra avoir des images surtout. Parce que bon, la rail, on le sait, c'est toujours très compliqué de voir à la télévision le Giro parce que les conditions climatiques font que parfois on n'a pas les images. C'est plus compliqué qu'avec le Tour de France. Et la dernière étape, c'est un contre-la-montre autour de Vérone sur le même modèle que celui de 2019, qui avait été gagné par Chadaga. Voilà. Et voilà, c'est tout pour le parcours de ce... Ah oui, et ça c'était quoi? Ah oui, c'est le Passo Fedaia, je pense que j'avais mis. C'était Riccardo Rico à l'époque. Hein. Sella, Pozzovivo, Rico, Di Luca, Simoni, Contador, Menchov, Vandenbroek, Bruseguin, Valiavec. C'était en 2008. C'était une arrivée au Passo Fedaia déjà à l'époque. C'était quand même quelque chose. Hein. Voilà, Emanuele Sella qui avait le maillot de meilleur grimpeur à l'époque. Quoi que j'aimais beaucoup. C'est un grimpeur que j'aimais beaucoup, Emanuele Sella. Qui avait en effet aussi cet esprit offensif. Hein, Oh là là, regardez, c'était terrible. Simoni Di Luca Menchov. Quelle époque quand même. Quelle époque les amis. Donc ça c'était sur le Passo Fedaia. Qui sera l'arrivée de l'avant-dernière étape du Giro cette année. L'équipe Ceramica Panaria. C'est vraiment le petit grimpeur, mais un peu à la Pozzovivo, hein, c'est là. C'est un peu le même style. Qui avait réussi à gagner à l'époque. Ah, il veut pas voir la suite. Voilà, Rico qui était arrivé, Di Luca.
Oh, Danilo Di Luca. Simoni. Ah oui, Alberto Contador qui est arrivé. Et Denis Menchov. Quelle époque, les petits amis. Quelle époque. Bah voilà. Bah voilà, on est bien. Hein. Ah oui, ça, et ça, je vais partager aussi sur Twitter. Ça m'a. Je suis tombé par hasard en fait. Donc on discutait hier sur Twitter. Plus pourquoi du Giro 78. Oui, c'est ça. C'est parce qu'il y avait lors du Giro 78, Dieter Thurau avait gagné le prologue et donc on estimait que le prologue n'était pas comptabilisé dans le classement général à l'époque. Et du coup, j'ai un peu fouillé un peu l'histoire de ce Giro 78 et je suis tombé sur le fait que lors de ce Giro 78, on a fait un contre-la-montre à Venise. Et, mais dans les rues de Venise, littéralement. Et donc, il y avait des ponts qui avaient été aménagés dans les rues de Venise pour passer les canaux et pour passer pour passer le fleuve, etc. Ce qui est totalement dingue. En plus, il pleuvait ce jour-là. Bon, ça, évidemment, les organisateurs ne pouvaient pas le savoir, mais voilà, je trouve ça dingue. Vous voyez, là, on a vu un de ces ponts, justement, qui passe au-dessus des canaux. Voilà, ici, voilà. Là, c'est un grand pont. Regardez, c'est un pont sur coussin pneumatique. C'est absolument fou. C'est absolument dingue. Et je serais fan, évidemment. J'adore les gens, en plus, qui sont sur les bateaux pour voir les coureurs. Je suis fasciné. Ce serait génial de pouvoir revoir ça un jour. Bon, après, c'est du grand spectacle pour pas grand-chose. C'est beaucoup de moyens mis en place pour pas grand-chose. Mais je trouve ça fou. Évidemment, je pense plus qu'on pourrait le faire désormais sur le Tour d'Italie, notamment vu tout ce que Venise vit au niveau problème suite à l'eau et au réchauffement climatique. Mais c'est fou. Baroncelli. Voilà, hop. Évidemment, ouais. Clairement, on pourrait pas le faire avec un vélo de contre-la-montre là-dessus, je pense. Hein. Quand je vois les virages qu'ils prennent, etc. Bon, c'est vrai que là, il pleut, donc c'est vrai que ça n'aide pas. Mais vu les pavés, etc. qu'il y a à Venise, je pense pas que ce sera encore possible de faire ça à notre époque. Mais voilà, je trouve ça fou. Et en plus, oui, aussi, il n'y a pas de moto... pas de moto caméra pour les suivre à l'époque, c'était vraiment que sur caméra fixe. Toutes les images que j'ai retrouvées, c'était chaque fois que des caméras fixes. Ce qui est assez logique, hein, vu que compliqué sinon de filmer ça. Tu ne saurais pas mettre des motos partout. Regardez les gros pavés là, c'est dangereux, hein, malgré tout. Ah oui, c'est Moser qui gagne. Hein. Francesco Moser. Absolument fou. Je trouve ça dingue. Donc voilà. Et bon, on va se quitter là-dessus, les petits amis. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi. C'est très sympathique. J'avais dit que je ferais peut-être du stream après, mais je pense que je vais m'arrêter là, malgré tout. Mais voilà, on se retrouvera prochainement pour d'autres rendez-vous cyclisme ou jeux vidéo, c'est selon. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. C'était très sympa de refaire cette tier list. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et autres sur cyclismerevue.be, sur nos réseaux sociaux, sur Twitter et Facebook. Cyclisme Revue tout simplement.